il y a plusieurs procédés pour obtenir des liquidités à partir d'une société, notamment la réduction de capital et la distribution d'un dividende. Choisir la réduction de capital plutôt que la distribution d'un dividende est-il constitutif de l'abus de droit fiscal? En résumé, pas d'abus de droit fiscal dès lors qu'il y a une motivation économique suffisante qui l'emporte sur la considération fiscale et en l'absence de tout montage artificiel. Alors, la réduction de capital peut être fiscalement plus intéressante puisque dans certaines situations, celui qui cède les titres d'une société opérationnelle acquise avant le 1er janvier 2018 et qu'il détient depuis au moins 8 ans peut bénéficier d'un abattement renforcé de 85% sur la plus-value. Et on va le voir que c'est plus intéressant la plupart du temps que la distribution d'un dividende imposé en tant que revenu distribué. Comme toujours, les motivations économiques doivent l'emporter sur les considérations fiscales. Et voici les motivations avancées par le comité d'abus de droit fiscal et la jurisprudence qui arrive et qui est favorable aux contribuables. Donc, les réserves sont très importantes et dépassent largement les besoins de l'exploitation. La réduction de capital réduit la valeur de l'entreprise et facilite sa transmission. Un capital trop fort induit un risque injustifié pour l'associé. Et entre une réduction de capital et une distribution de dividendes, bien, ça a des conséquences patrimoniales parfois totalement divergentes. Prenons l'exemple de titres de société qui appartiennent à la communauté. Une distribution de dividendes, les fruits de biens propres tombent dans la communauté. Un rachat, une réduction de capital par rachat et attribution de fonds sociaux, bien ça reste impropre. Toutes les réductions de capital ne suivent pas la règle de l'imposition sur la plus-value. On distingue 3 sortes de réductions de capital, sans remboursement et donc sans fiscalité, et 2 autres avec remboursement. La première, c'est avec rachat par la société de ses propres titres et attribution de fonds sociaux à l'associé. C'est celle-ci qui suit les règles de l'imposition des plus-values. Sinon, c'est une autre imposition. Alors, abus de droit fiscal, voyons pour l'associé, et puis aussi le risque fiscal pour la société. Pour l'associé, un dividende imposé en tant que revenu, donc soit le PFU, soit le taux marginal d'imposition après abattement de 40%, alors que le rachat de titres avec attribution de fonds sociaux en faveur de l'associé suit le régime des plus-values mobilières, avec soit l'imposition au PFU, ou alors l'abattement, notamment pour durée de détention, et si possible, l'abattement renforcé de 85%, qui peut être couplé d'ailleurs avec le dispositif départ à la retraite pour certains titres. Pour la société, si la société emprunte pour procéder au rachat de ses propres titres, est-ce que les intérêts sont déductibles pour la société? Pour l'associé personne physique, supposons qu'il soit imposé au taux marginal de 45%. S'il distribue un dividende à gauche, le PFU par exemple, eh bien le taux d'imposition est de 30%, auquel il faut rajouter la contribution sur les hauts revenus. Et tout à fait à droite, l'imposition sur les plus-values avec l'application de l'abattement renforcé de 85%. L'imposition est de 25%. Quelles sont les positions du comité d'abus de droit fiscal et de la jurisprudence pour la réduction de capital? Nous oublions ici les autres opérations. Et comment motiver l'opération de réduction?
Voyons quelles sont les sanctions pour la société, est-ce que les intérêts sont déductibles, et ensuite, quelle est la position au regard de l'associé, avec éventuellement le risque de l'abus de droit fiscal. Y a-t-il sanction si l'opération est sans intérêt pour la société? Est-ce que les intérêts sont déductibles? Donc dans une situation, l'administration fiscale a refusé la déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté pour la réduction de capital, mais comme il y avait une motivation économique, et notamment pour contrer la mésentente entre associés, eh bien, ici, il y a eu un intérêt pour la société, et donc les intérêts ont été admis en déduction des résultats de la société. Abus de droit fiscal, et ici, voyons lequel est là les avis du comité d'abus de droit fiscal et les positions des différentes jurisprudences. Donc, abus de droit fiscal pour le comité d'abus de droit fiscal, oui. Bon, là, le but était exclusivement fiscal. On a un avis du comité qui était favorable au contribuable et la jurisprudence est venue contrer et donc qualifier l'opération d'abus de droit fiscal. Et les opérations sans abus de droit fiscal, eh bien, l'avis du comité d'abus de droit fiscal est plutôt favorable au contribuable et dès lors qu'il y a une motivation économique réelle. Et pour la jurisprudence, donc on a deux décisions qui écartent, elles sont récentes, puisque l'administration fiscale attaque systématiquement les avis du comité favorable au contribuable. Donc on est encore en attente de décisions jurisprudentielles. Et on a des décisions qui condamnent avec l'abus de droit fiscal dès lors que la motivation était uniquement ou exclusivement fiscale. Alors, on n'a pas d'abus de droit fiscal pour Montreuil, et puis pour le même cas, pour Bordeaux, eh bien, on a eu l'abus de droit fiscal. Donc, on attend une rectification de cette décision-là. Et puis, on a eu une décision très curieuse, absence d'abus de droit fiscal, mais qualification en revenus distribués. Donc, Cour administrative d'appel de Bordeaux, décision surprenante, et attention aux opérations de donation, réduction de capital. Parce que quand je fais une donation, la donation efface la plus-value. Donc si je fais une réduction de capital qui est imposée aux plus-values, ça va. Donation, réduction. Mais si je fais une donation et après j'ai une qualification en revenu distribué, ben j'ai deux impôts. Les avis du comité d'abus de droit fiscal, résumé, donc abus de droit fiscal dès lors qu'on est en présence d'un montage artificiel qui a pour but exclusif ou principal l'avantage fiscal. Aucune motivation autre que fiscale. La réduction est effectuée de manière régulière, concomitance avec absence de nouvelle répartition du capital. Pas d'abus de droit fiscal. L'avis du comité et même la jurisprudence rappellent que, en l'absence de schéma optimisant, de montage, eh bien, choisir la voie la moins imposée n'est pas constitutif de l'abus de droit fiscal en l'absence de montage artificiel. L'opération de rachat est ponctuelle. Le rachat s'inscrit dans un schéma global et on a des finalités économiques propres à chaque situation. Par exemple, le montant des réserves est hors de proportion avec les besoins de l'exploitation de la société. La réduction permet de réduire la valeur de la société et facilite sa transmission. Et réduction du risque pour l'associé. Les décisions du comité d'abus de droit fiscal, abus de droit fiscal, donc une décision, un avis défavorable, et puis un avis favorable, mais la jurisprudence invoque l'abus de droit fiscal, mais la plupart des situations, on l'a vu, l'avis du comité écarte l'abus de droit fiscal.
Et voici les différentes situations. Alors, systématiquement, l'administration ne suit pas l'avis du comité, donc on va avoir des jurisprudences encore. Les premières sont encourageantes. Voici l'affaire 2020-23, capitaux propres hors de proportion. La réduction de capital permet de réduire cet excédent de trésorerie, cet excédent, de fonds propres non nécessaires à l'exploitation. Affaire d'octobre 2021. L'opération s'inscrit dans un schéma global de restructuration de l'entreprise qui a permis notamment la vente de l'immobilier, la sortie des fonds, et la sortie de l'immobilier a permis d'augmenter la rentabilité de la société. Et encore, l'administration n'a pas suivi l'avis du comité. Ici, plusieurs opérations, bien que concomitantes, mais ces opérations s'inscrivaient dans une restructuration de capital qui a entraîné la diminution de la valeur de l'entreprise et rendu possible la cession et s'inscrit dans un schéma global. Encore une autre décision. Ici, la totalité des fonds propres était hors de proportion à la poursuite de l'activité. Encore, une réduction ponctuelle avec des réserves excessives qui a permis de diminuer la valeur de la société. Réduction unique de capital, réserve excessive et transmission à long terme envisagée de la société. Choisir la voie la moins imposée n'est pas constitutif d'un abus de droit fiscal. Ça s'inscrit, la réduction du capital, dans une logique de préparation de la transmission, des liquidités excessives et opérations ponctuelles. Et là encore, l'administration a décidé de ne pas suivre l'avis du comité. Ici, la société cède ses actifs, procède à une réduction de capital et 1 an plus tard, la société est liquidée. À l'époque de la réduction de capital, l'associé n'avait pas l'intention de mettre fin à l'activité. Et voilà, une décision, l'avis du comité qui aboutit sur la qualification d'abus de droit fiscal. Voilà, donc une réduction sans motivation et qui n'a pas entraîné de modification de la répartition du capital. Aucune justification économique autre que fiscale. La décision, l'avis du comité qui était favorable au contribuable est ensuite rendu défavorable par le tribunal administratif de Montpellier de février 2024. Opération unique de réduction, opération ponctuelle. L'administration a obtenu gain de cause. Mais vous voyez bien qu'ici, absence de motivation économique. Donc, en résumé, pas d'abus de droit fiscal pour la jurisprudence. On a eu de l'abus de droit fiscal en l'absence de motivation économique. Donc, voici l'étude des jurisprudences en détail. Donc, confirmation ici, 7 novembre 2024, Montreuil, confirmation de l'avis du comité d'abus de droit fiscal avec des capitaux propres hors de proportion avec les besoins de l'activité. Dijon, 7 novembre 2024, le rachat de titres n'est pas motivé par le but fiscal, la surcapitalisation place l'associé dans une situation de risque, le montant de réserve est hors de proportion, et puis ça permet de réduire la valeur de l'entreprise. Et il y avait eu des sorties de trésorerie dans les années qui précèdent par distribution de dividendes. C'est une opération ponctuelle et en plus, la géographie du capital a été modifiée. Et on a quand même des décisions jurisprudentielles qui aboutissent à l'abus de droit fiscal.
dès lors que la motivation fiscale est exclusive, même si elle n'est pas récurrente. Et tribunal administratif de Bordeaux, mais jugement à confirmer, puisque pour la même opération, Montreuil a écarté l'abus de droit fiscal en présence de la motivation économique. Et puis, la décision curieuse de Bordeaux, en qualification, ici non pas en tant que plus-value, mais en tant que revenu distribué. Donc attention aux opérations de donation-réduction de capital. Donation-cession. J'invite à motiver les opérations en amont et non pas après. Les motivations. Économiquement, un capital faible est plus intéressant qu'un capital fort. La réduction de capital et la distribution d'un dividende sont deux procédés différents pour obtenir des liquidités. Les conséquences patrimoniales peuvent être très divergentes. Et la réduction de risque pour l'associé. Alors, ici, la limite, c'est que le choix d'un capital social trop faible, la sous-capitalisation, pourrait être constitutif d'une faute de gestion. Un capital faible est plus intéressant qu'un capital fort. La réduction, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hormis pour l'administration et pour la banque, un capital faible est plus intelligent, plus intéressant pour l'associé et pour l'entreprise qu'un capital fort. Évidemment, sauf pour les créanciers. Alors, avantage d'un capital fort, la protection des créanciers sociaux et, éventuellement, ça oui, l'augmentation de la capacité d'endettement. Mais j'affirme qu'un capital fort présente plus d'inconvénients que d'avantages. Voici les inconvénients d'un capital fort. Immobilisation d'un capitaux non productif d'intérêt. Augmente la réserve légale. Moindre effet de levier financier. Augmente le nombre de personnes qui ont droit aux dividendes. Les augmentations et des réductions sont soumises à l'accord des associés. C'est une dette de dernier rang. Et enfin, les dividendes ne sont pas une charge déductible du résultat. Alors que les intérêts d'emprunt et des concurrences le sont déductibles du résultat. Donc, vive le capital faible. Je fais un cours sur les opérations en capital, je dis c'est nul un capital fort. Il faut toujours, sauf exception, privilégier le capital faible. La réduction de capital et la distribution d'un dividende sont deux procédés non comparables. La réduction de capital, on peut réduire jusqu'à hauteur du capital, alors que le dividende, on ne peut que prélever sur le bénéfice de l'exercice, le report à nouveau, et les réserves autres que légales. Donc, alors que le rachat de capital concerne tout le capital. Et quelquefois, on n'a pas de quoi distribuer un dividende, et donc il faut passer par la réduction de capital. Et c'est le principe de la liberté de gestion. L'administration n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Des conséquences patrimoniales divergentes. Exemple, un des époux mariés en communauté légale et les titres de la société appartiennent à cette communauté, ou alors les époux appartiennent en propre à l'un. Alors, quand ils appartiennent à la communauté, il n'y a pas de différence, mais quand l'entreprise appartient à l'un des époux, là, il y a une belle différence. C'est que la distribution d'un dividende est un revenu, les revenus de fonds propres tombent dans la communauté, alors qu'une réduction de capital, c'est une plus-value, et ça constitue toujours un bien propre. On prendra la précaution de mettre une clause d'emploi et de remploi. En cas de démembrement de propriété dividende, l'usufruit, il a droit aux sommes
provenant du report à nouveau et le nu propriétaire pour les réserves, alors que le rachat d'actions, eh bien, la répartition de prix doit se faire selon les règles statutaires, mais normalement selon la valeur économique, sauf convention contraire. Enfin, une réduction du risque pour l'associé, forcément. Alors que la distribution de dividendes, eh bien, n'entraîne pas de réduction du risque pour l'associé. Et enfin, on l'a vu, que la réduction de la valeur de l'entreprise facilite sa transmission. Et voici, c'est donc un passage de la formation ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise qui dure de 1 à 4 jours pour les plus courageux. Merci.